Et je vous propose à présent de passer aux choses sérieuses. On va voir si effectivement comment va se passer le débat contradictoire. J'invite d'ailleurs les participants au débat à me rejoindre sur scène. Ils sont 4, je vais vous les présenter dans un instant. 2 pour le compte du oui à l'acquisition des nouveaux avions de combat et 2 évidemment pour le compte du non à l'acquisition des avions de combat. Et je vais vous les présenter. Je vous en prie, Madame Crotta, installez-vous ici. À vos côtés, ce sera donc Léonore Porchet et puis Monsieur Froncet. Bonsoir, je vous en prie, installez-vous ici. Donc, Brigitte Crotta, conseillère nationale socialiste, Léonore Porchet, conseillère nationale Les Verts, Monsieur Froncet, Olivier Froncet, qui est conseiller aux États PLR, et enfin Monsieur François Pointet, qui est conseiller national Vert libéral. Messieurs, mesdames, bienvenue pour ce débat contradictoire. J'aimerais peut-être d'abord, en guise d'introduction, vous demander, Brigitte Crotta, quand on entend, on a entendu Pierre de Goumont, on a entendu Alexandre Vautravers, à les entendre, c'était assez clair de se dire on ne peut pas se passer de ces avions de combat pour diverses raisons, divers arguments. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qui a été dit? J'ai vu que vous réagissiez à certains moments, beaucoup. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou énervé? Alors, ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'est qu'on ait maintenant une table ronde à 4 personnes, 2 pour, 2 contre, alors qu'on vient d'avoir 1 heure pour, et que si j'avais su, j'aurais volontiers fait un PowerPoint pour le contre, et j'aurais aussi eu une bonne demi-heure pour vous le démontrer. Donc, la plupart des arguments de M. Vautravers, j'aurais envie d'y répondre, ça prendra beaucoup trop de temps, et donc voilà ce que je retiens de cette présentation. Et si, alors, du coup, je vais être plus précis sur un point qui a été donné par Alexandre Vautravers, justement, sur le fait de se dire, il n'est pas question de l'acquisition des avions de combat comme forcément en premier lieu de défense, mais c'est une question de négociation, d'aide, de pouvoir assurer la sécurité de la Suisse à travers l'acquisition de ces avions. Ça passe par ça, indépendamment de leur utilité première. Alors, la sécurité de la Suisse, bien sûr, on y tient, et ça fait partie d'un droit c'est un droit fondamental, mais on est conscient qu'une police de l'air est indispensable. Seulement 90% des missions de police de l'air, et même celles qui viennent d'être décrites par M. de Goumoin, sont finalement des missions non pas hot, mais tout à fait light, et peuvent être réalisées par des avions légers, même si on a eu l'argument inverse, puisqu'ils sont beaucoup plus rapides au décollage. Et puis là, il avait la chance d'être tout de suite prêt sur place. Donc c'est comme s'il était un avion léger, il a pu partir tout de suite, alors que théoriquement, il aurait eu 15 minutes au sol avant de partir. Et puis vraiment, on a besoin d'avions, mais on a besoin d'un mix, et presque tous les pays au monde commencent à faire un mix entre des avions légers qui assurent la police du ciel et des avions de combat qui ont comme terme combat. Donc c'est bien dans le sens-là que les FA-18 sont nécessaires et qu'ils devront être remplacés aussi peut-être par d'autres avions de combat ultérieurement, mais on peut les prolonger très très longtemps si on limite leur action à seulement 10% des actions au lieu de 100%. François Pointet, pour les Verts libéraux, en 2014, pour les Gripen, les Verts libéraux étaient contre l'acquisition de ces Gripen. Aujourd'hui, officiellement, c'est oui, mais on sent quand même qu'il y a eu quelques dissensions au sein du parti. Pourquoi ce revirement cette fois-ci? Ce revirement parce que la situation a changé. Alors, je vais peut-être revenir sur les discussions qu'on a eues. Pour moi, il y avait un peu trop de hard power. J'aime pas beaucoup l'anglais, mais il y avait un peu trop de hard power et pas assez de smart power. Et à l'heure actuelle, l'armée est dans une direction qui a changé dans l'évaluation des risques et des besoins. Et pourtant, on pourrait vous dire, mais il ne faudrait pas des avions de combat et des chars, par exemple, du coup. Alors, les chars, ce n'est pas la discussion aujourd'hui, mais en ce qui concerne les avions de combat, il est, une fois qu'on fait cette évaluation de risque, nécessaire d'avoir une couverture aérienne. Alors, cette couverture aérienne, certains prétendent qu'on peut le faire avec des avions plus petits, qu'on peut le faire avec de la défense au sol, mais les analyses nous montrent que ça diminuerait la couverture du risque. Maintenant, c'est à la population de choisir quel risque elle veut couvrir, avec quels moyens. Je suis convaincu que nous avons besoin d'une sécurité aérienne pour des tas de raisons, pour assurer de manière propre notre sécurité, et effectivement pour ne pas laisser un trou au milieu de l'Europe qui nous serait reproché et que l'OTAN nous ferait coûter très cher. Mais je reviens à ma question. Pourquoi oui maintenant et non il y a 6 ans? Déjà, il y a 6 ans, c'était une stratégie à 2 avions, ce que nous avons critiqué. Ensuite, le déroulement du choix de l'avion nous avait laissé un peu sur notre faim et on n'avait pas tellement confiance à la manière dont c'était fait. Maintenant, on regagne cette confiance, on arrive sur une stratégie à un seul avion et de ce point de vue-là, les choses ont changé. Léonore Porchet, pour les Verts,
La position est très claire, hein, évidemment, du côté de la gauche sur l'acquisition de ces avions de combat. Sur la question de principe, on soupçonne, on accuse la gauche de dire, mais en fait, finalement, et les Verts en particulier, c'est pas une question de pour ou contre les avions, c'est une question de pour ou contre l'armée. Vous êtes contre l'armée ? C'est clair que les personnes qui soutiennent les avions ont envie que ce soit ça le débat. Alors moi, je suis tout à fait prête à ce qu'on ait ce débat philosophique. Je suis très intéressée par l'idée qu'on puisse avoir au niveau mondial une diminution de l'armement, etc. Mais c'est pas la question qui nous est posée. Ici, la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on veut dépenser 6 milliards, respectivement 24 milliards sur le long terme, pour des avions de luxe dernier cri, pour un pays qui n'a pas besoin de tel matériel d'avions de combat. C'est ça la question qui nous est posée. Donc, on n'est pas du tout à un stade où on a le luxe de se poser la question est-ce qu'on veut ou pas une Suisse sans armée. La question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec notre argent ? Et est-ce que la première priorité de la Suisse dans des périodes comme ça, c'est de dépenser des milliards et des milliards pour des avions de luxe alors que d'autres solutions existent et surtout que les menaces sont complètement différentes. Donc vous rejoignez Brigitte Crottard en disant il faut une sécurité aérienne, mais pas celle-ci. C'est ce que vous nous dites aussi. Ce que je dis, d'abord ça, on est d'accord là-dessus, mais je dis surtout que l'armée, elle a une inadéquation totale et que je trouve, en tant que nouvelle membre de la commission de la sécurité, assez surprenante, que d'un côté, les rapports nous disent voici les menaces, blackout électrique, pandémie, catastrophe naturelle, terrorisme, cyberterrorisme. Voilà, ça c'est les menaces probables. Et de l'autre côté, on a des gens qui ont ouvert un journal de jouets et qui ont dit j'aimerais des chars, j'aimerais des avions de luxe et puis j'aimerais des nouvelles bottes. C'est ça qui s'est passé et on n'a pas du tout une adéquation entre les menaces qui sont identifiées par l'armée elle-même et les propositions d'investissement de l'autre côté. Et ça, je trouve problématique non seulement pour les deniers publics, mais aussi pour la sécurité de la Suisse finalement, puisque on n'est pas suffisamment protégé, notamment sur les questions de cyberattaque, mais aussi face au réchauffement climatique. Et là-dessus, on pourrait aussi rappeler la lourdeur de ces avions pour cette question climatique. Alors, on reviendra sur la question financière, évidemment, c'est un point important, mais Olivier Français, sur finalement cette dichotomie entre ce qui est mis comme priorité et finalement l'achat de ces avions, même les autorités le reconnaissent, c'est hautement peu probable qu'il y ait un conflit armé où on a besoin de ces avions de combat. Alors pourquoi diable les acheter ? C'est bien, c'est une question classique qu'on entend, mais je rappelle juste que pour la notion propre de l'armée, la notion de la défense, c'est une panoplie d'éléments qu'il faut mettre en place. Et c'est vrai que sans défense au sol, par exemple, il n'y a pas de défense. Sans défense aérienne, il n'y a pas de défense. Donc l'un va avec l'autre. Alors c'est clair que quand on achète aussi des munitions à grand calibre, on peut se poser la question pourquoi on les achète et on pourrait faire exactement le même type de raisonnement. Moi, ce que je constate, c'est que cette question aujourd'hui est posée par la gauche. Je constate aussi qu'à la session de cet été, quand on a parlé du message sur l'armée 2020, dans lequel toute cette panoplie d'armement existe, c'est à l'unanimité du Conseil des États que le message sur l'armement a été voté. Ce qui veut dire que cette question de base, telle qu'elle est posée aujourd'hui, elle n'a pas été combattue. Alors, on est dans la démocratie, c'est bien qu'on la repose, etc., mais je crois qu'il faut être très clair, quoi. Quand on décide d'avoir une armée, au sens large du terme, ces équipements, que ce soit les forces de l'air ou que ce soit les forces terrestres, doivent être dûment équipés. Voilà. Maintenant, la notion quantitative, la notion de la menace, moi j'espère qu'on n'utilisera jamais un fusil contre nos voisins ou contre une menace qui vient sur notre pays, au même titre que préalablement, il y a eu des stratégies qui ont été faites pour s'assurer sa protection. Et il faut entraîner les gens, il faut se garantir que tout ça soit mis en adéquation pour que les différentes menaces qui sont exprimées, en termes de guerre, je précise, voire d'armées défensives, doivent être là. Maintenant, dans la notion de la menace telle qu'elle a été décrite en son temps, dans le rapport, je crois que d'ailleurs Wilhelm Merth l'a rappelé, d'ailleurs un nouveau viendra puisque ces questions sont clairement posées, mais c'est vrai que la cyberdéfense est une priorité, c'est des menaces qu'on n'avait pas il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est un nouvel élément dans lequel il faut mettre des priorités sur ce type d'attaque pour garantir notre sécurité. Donc, c'est toute une série d'éléments sur lesquels il faut être prêt, il faut être attentif et former les gens. Sur la cyberdéfense, pour vous donner un exemple, il y a 10 ans ou il y a 5 ans en arrière, on n'avait pas de troupes de milices qui étaient prêtes à nous accompagner dans les forces armées. Voilà, maintenant, depuis 1 an et demi, 2 ans, on a des miliciens qui sont dûment formés, un corps spécialisé qui s'occupe de cette menace. Demain, il y en aura d'autres.
Un mot, Brigitte Crotta, sur ce qui a été dit sur la position de la gauche, donc vraiment sur l'aspect politique. Ce qu'il nous dit, c'est qu'on a une campagne politique avec un discours et des positions de la gauche en l'occurrence, et puis ce qu'on pourrait appeler une réelle politique. Il citait le Conseil des États, où effectivement la gauche a reconnu et allé dans ce sens-là d'une défense plutôt traditionnelle qui inclut des armements lourds. C'est vrai, et puis je ne peux que le déplorer. Je ne me souviens pas de ce. Je ne suis pas au Conseil des États, donc je n'ai pas connaissance effectivement du vote de tous, mais visiblement il a raison. Moi, j'aimerais juste revenir sur un mot qu'a dit M. Vautravers, qui disait si on vote non à ces avions, ça veut dire qu'on jette au panier tous les rapports d'experts qui ont été faits. Alors, ces rapports d'experts, je les ai lus, et de A à Z. Et en 2017, le rapport d'experts dit clairement les risques pour la Suisse sont la cyberguerre, le terrorisme et les changements climatiques. Une guerre traditionnelle n'est quasiment pas imaginable. Ils le disent en ces termes. Ensuite vient un deuxième rapport qui dit « Mais si on parlait d'une guerre traditionnelle, quels seraient les moyens qu'on devrait y mettre ?» Et là, il y a un deuxième rapport qui dit « Eh bien, on aurait 3 scénarios. Un scénario où on choisirait des avions légers pour faire la police du ciel et quelques avions de combat. Ou bien un scénario un peu mixte, moitié-moitié. Ou alors le scénario catastrophe, parce qu'on s'attend à la 3e guerre mondiale, et c'est bien ce que nous a décrit M. Vautravers, elle est à nos portes. Et là, c'était 40 avions de combat. Et ces experts, franchement, si on les pousse dans une direction, ils vont effectivement, mais là, ils ont donné 3 options sur un scénario improbable et ont choisi le scénario le plus cher. Et je me permets, puisque j'ai juste la parole, de répondre aussi de face à M. Degoumoin. Je suis très étonnée parce qu'on finalement on fait dire n'importe quoi aux chiffres et je ne sais pas d'où sortent vos chiffres. Moi, j'ai ceux-là qui montrent que le budget de la défense, c'est celui qui a le plus augmenté au cours des 10 dernières années, à 149%, alors que la formation, c'est 132%, par exemple. Alors moi, j'ai les chiffres du budget fédéral. Voilà. Bien, précision a été donnée. Vous expliquerez lors du cocktail sur les éléments, le comment, du pourquoi. J'aimerais qu'on en vienne, puisqu'on y est justement, sur la question du financement. François Pointet, alors au-delà de la bataille de chiffres, parce qu'on nous dit 6 milliards d'un côté, 10 milliards on l'a entendu avant, 26 milliards, 24, on n'est plus à 2 milliards près j'ai envie de dire, 24 milliards au final, fondamentalement, et on va mettre ça dans le contexte, aujourd'hui on a connu cette crise du coronavirus avec des dizaines de milliards qui ont été injectés, avec des gens qui se sont retrouvés dans la pauvreté, on se souvient tous d'ailleurs de ces images notamment à Genève. Est-ce que vraiment ça fait pas un peu tâche, excusez-moi, de mettre 6, 10, 24 milliards pour des avions? Alors, au-delà du discours ou des conflits de chiffres, l'achat c'est 6 milliards. Après, si on commence à mettre l'exploitation, ça devient plus, évidemment. Après, il y a des combats de chiffres entre les différentes personnes. Maintenant, oui, Covid, oui, des difficultés économiques. Je pense que si on s'arrête sur ce point, même si c'est pas là ce soir, les réactions ont été bonnes. Maintenant, on doit revenir dans un flux correct de notre économie. Mais on n'est pas en train de décider quelque chose pour demain. On est en train de décider quelque chose qui devra être en fonction de 2030 à 2060. Donc les risques, moi je ne suis pas devin, je vois encore les risques de guerre, si ce n'est conventionnels, du moins hybrides, qui sont dans le radar de notre service de renseignement. S'ils sont dans le radar maintenant, dans 10, 20, 30, 40 ans, je ne sais pas où ils seront, mais nous devrons être relativement prêts à les accueillir. Donc en fait, on ne peut pas prendre une décision, fonder notre décision sur quelque chose qu'on va utiliser de 2030 à 2060 sur un événement ponctuel qu'est la pandémie. Léonore Porchet, sur cette question de financement, on accuse souvent la gauche de dire « mais vous ne comprenez pas, en fait, comment se passe un budget ». Je schématise, en disant ça, c'est 6 milliards, c'est dans le budget de l'armée, on l'a entendu avant d'ailleurs aussi. C'est pas comme dans le budget d'un ménage où on peut facilement sortir ça du budget course pour le mettre dans le budget loisir, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que fondamentalement, d'un point de vue comptable, une fois que c'est budgétisé, c'est prévu dans le fonctionnement finalement, en l'occurrence de l'armée, et puis il n'y a pas de coût supplémentaire a priori. C'est vrai, quand c'est budgétisé. Mais on vote le budget une fois par année. Et ça dépend de la majorité du Parlement.
celle qui va prendre la décision de décider à quoi on affecte ces milliards. On pourrait aussi tout à fait décider de couper le budget de la formation. C'est d'ailleurs proposé presque systématiquement au débat dans le budget, de couper dans l'aide au développement. C'est aussi proposé systématiquement, etc., etc. Donc c'est une décision politique, c'est pas une décision comptable. C'est pas que l'argent il est bloqué quelque part et que jamais on pourra le déplacer. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est que on décide chaque année qu'est-ce qu'on fait de l'argent des impôts. Et 1 franc ne peut être dépensé qu'une seule fois. Et c'est bien un des problèmes de ce débat, c'est qu'on prévoit des milliards de dépenses pour des menaces qui ne sont pas réalistes face à des menaces qui sont réelles, non seulement contemporaines, comme l'a dit mon collègue vert libéral. Monsieur Pointet, excuse-moi, François. Je l'appelle comme mes collègues que par leur prénom. Excuse-moi. Et non seulement il y a des menaces et des risques qui sont maintenant dans l'urgence, c'est certain, mais il faut aussi s'en préoccuper. Mais sur le long terme, on a aussi des menaces qui sont identifiées par l'armée comme beaucoup plus importantes et crédibles. Je parlais du réchauffement climatique, évidemment, mais il y en a d'autres. Et cet argent va être dépensé probablement par cette majorité, eh bien, il va le manquer ailleurs. Ça, vous l'entendez, Olivier Français, de dire, finalement, c'est un choix politique. On nous dit, non, cet argent, il est là, on ne va pas le sortir, mais au final, oui, c'est un choix politique. Si demain, le Parlement décide de dire, non, on retire 2, 3, 4 milliards à l'armée, on va les mettre, par exemple, à la formation, à l'aide au développement, pour les hôpitaux, c'est faisable. Bien sûr que c'est faisable, année après année, comme ça vient de dire. C'est clair que le coronavirus, finalement, c'est presque un événement, certes difficile pour notre société, mais c'est bien qu'il existe maintenant, et puis de démontrer aussi que, d'abord, il y a une solidarité reconnue par notre population et par des décisions sages par les partis politiques, puisque vous avez vu le nombre de milliards qui a été dégagé, et d'accepter qu'on aura un endettement. Maintenant, la grande question d'ailleurs qui se posera, c'est que cet endettement qui va être de 60 à 70 milliards, en tout cas peut-être, on verra, mais en tout cas devra être assumé par, si possible, notre génération et pas les générations suivantes. Donc il peut y avoir des conséquences directes, y compris sur le budget de l'armée, voire sur d'autres budgets. Ça, c'est sûr. Donc aujourd'hui, on vote un principe d'achat, et puis à un moment donné, c'est vrai qu'il y aura une décision qui sera prise pour une commande, et on verra quelle réalité sera là. Aujourd'hui, on part sur des budgets dits de beau temps, puisque la décision, je le rappelle, a été prise au mois de décembre 2019 au sein de notre Parlement. La diminution du PIB, elle n'était absolument pas dans les planifications financières, bien au contraire. Voilà, donc il y aura sans aucun doute des réflexions à avoir lors de la décision des budgets. Et en ce qui concerne le budget de l'armée, qui a été planifié de longue date à 5 milliards plus une progression d'1,4% pendant ces années prochaines, sera peut-être revu dans les différents débats, puisque dans ces achats, ça a été montré, il y a les achats solaires pour 2 milliards, ceux-là ne sont pas contestés, donc ils peuvent être engagés par le Conseil fédéral. C'est à l'exécutif d'assumer ces décisions. Et puis, il y a toute une série de matériels relativement importants aussi à renouveler. Vous avez fait référence au SAR. Je vous rassure, en tout cas pour ma génération, on a longuement parlé en son temps des chars Léopard, puisque vous parlez de la notion de la menace, et dans ce fameux rapport dont vous parlez, on parle d'hélicoptères, on parle aussi de chars urbains et plus de chars type Léopard, puisqu'on est dans une stratégie militaire, on est dans la stratégie de guerre urbaine, et dans laquelle ce matériel peut être soit repoussé, parce qu'on va prolonger la vie de toute une série de matériel, voire on va carrément annuler certaines dépenses, que ce soit dans le budget de l'armée, mais comme ailleurs. Mais chacun a ses besoins. Vous prenez la notion de la formation. C'est une préoccupation, je crois, en tout cas des élus de Suisse romande relativement forte. Chaque fois qu'il y a eu des propositions de diminution de budget sur la formation, les élus romans, quel que soit le parti politique, ont appuyé au même titre que sur la politique agricole. Voilà, donc ça c'est de la politique. Puis après, il y a le réel politique et cette décision. Et je dois dire que sur ces grands sujets de société dont fait référence Mme Porchet et Mme Crotta, bien souvent on se retrouve parce qu'on se retrouve avec les mêmes idéaux. Voilà, pas sur malgré tout. Oui. Merci beaucoup. On va vous donner la parole dans quelques instants pour pouvoir échanger avec nos débatteurs. J'aimerais juste faire un dernier tour de table et je vais vous demander d'être assez concis pour nous dire finalement s'il va y avoir un argument béton, si j'ose dire, un argument phare que vous souhaitez et que vous portez en disant c'est pour cette raison-là que je vous appelle à voter respectivement oui ou non. Quelle serait cette raison François Pointet. Chaque risque doit être couvert. Nous devons couvrir notre espace aérien. Léonard Porchet. C'est
une dépense exorbitante, disproportionnée et inutile vu les risques réels. La réponse du berger à la bergère, l'inverse. Olivier Français. Moi, je prends l'image du parapluie. Quand j'ouvre mon parapluie, j'aime être protégé, j'aime pas qu'il ait des trous. Et Brigitte Crotta. Eh bien, nous avons le parapluie de l'OTAN qui nous entoure et dont on sait qu'il interviendra directement pour nous défendre. S'il y a quelqu'un qui veut nous envahir, il y aura déjà dépassé d'autres pays de l'OTAN. Et puis ça fait partie de l'article 5 du traité de Washington, il n'y a pas de discussion là-dessus. Voilà qui est dit. Merci mesdames, merci messieurs.